Bonjour, on est aujourd'hui le mardi 24 mars, deuxième semaine de confinement. Vous m'avez envoyé de très nombreuses questions sur comment la méditation pourrait vous aider et je voudrais essayer d'y répondre et de montrer au fond comment pratiquer en ce moment. C'est vraiment extrêmement utile et précieux. Comment peut-on transformer la colère intérieure en paix intérieure? Ça, c'est une très belle question de Soumaya. Et je pense que la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est essayer d'être sincère avec ce qui se passe. C'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement de la méditation. C'est comment je peux être vraiment sincère là où je suis. Et d'une certaine manière, être sincère, profondément, ça nous donne un sens de paix. De paix, de paix, mais qui vient d'un espace de grande profondeur. Et vous voyez, ça change beaucoup de choses, parce que je ne vous dis pas que méditer doit être là pour essayer de se calmer, essayer de gérer son stress, essayer de se contrôler. J'ai une autre question de Gertie, je n'arrive pas à me concentrer. Mais la méditation, laissez tomber l'idée que vous devriez vivre une expérience dont vous auriez besoin. Ayez le courage d'essayer d'entrer dans une forme de profonde sincérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'assoit? Dans la pratique de la méditation, on s'assoit. Là, comme je le fais maintenant, vous voyez, on n'a pas besoin d'être sur un coussin. On s'assoit. Et c'est vraiment comme si, du plus profond de soi, on s'autorisait à sentir ce que l'on sent exactement comme on le sent. Et donc, il y a des moments, méditer, c'est extrêmement poignant. C'est extrêmement triste. Parce que vous entrez en contact avec l'intensité de votre tristesse ou de votre peur. Mais c'est ça la pratique. Après, je vais essayer de vous montrer pourquoi cet acte est si bénéfice. Mais c'est ça l'acte profond de la pratique de la méditation. Ça a plusieurs vertus. La première vertu, c'est d'arrêter de nous mettre une pression pour que la méditation nous permette de réussir une nouvelle chose qu'il faudrait réussir et que dans ce temps de confinement, il faut s'imposer de pratiquer pour être dans un état qui serait l'état souhaitable, parce qu'au fond, l'état dans lequel on est, ça ne va pas. Vous voyez, c'est ça le présupposé dont il faut se délivrer. Et c'est pourquoi je dis toujours, la manière dont on présente la méditation aujourd'hui en France n'a pas de sens. Ça semble sonner de manière plaisante, mais ça n'aide pas dans la plupart des cas. Parce qu'on voudrait dans la gestion de soi-même, on voudrait dans le contrôle, on voudrait faire le vide dans la tête, on voudrait réussir quelque chose. Et tout ça ne fait que mettre davantage d'huile sur le feu de notre souffrance et de notre douleur. Et paradoxalement, c'est un peu paradoxal, c'est en laissant cette voix qui nous autorise, cette voix intérieure qui nous autorise sincèrement à entrer en rapport à ce que l'on vit là maintenant, qu'une transformation est possible. Et non pas en le fuyant pour correspondre à quelque chose d'autre. Et donc vous ne cherchez pas à vous calmer, vous ne cherchez pas la paix dans la pratique de la méditation. Vous cherchez avec sincérité à être exactement là où vous êtes, pendant quelques minutes. Donc pendant quelques minutes, vous êtes assis et vous vous accordez le droit de sentir exactement ce que vous sentez là maintenant. Et au début, on n'a même aucune idée
de ce qu'on sent. Il y a une sorte de confusion, comme si notre esprit était pris par une sorte de tumulte peut-être, et on ne sait pas trop. Donc on reste là. C'est pour ça que l'immobilité nous permet de décanter et d'entrer dans une plus grande profondeur de notre propre être. Et avec juste attente, on est juste dans l'attente de pouvoir approcher ce qui est là pour nous présent. Qu'est-ce qui est là pour nous présent? Par exemple, pour moi, à la seconde, là, je pourrais sentir un épuisement devant tout ce qui se passe dans le monde. Ou une inquiétude, ou une peur, ou encore une sorte de confiance. Il ne s'agit pas de cerner une fois pour toutes ce qu'on sent, mais de sentir, et ça peut varier, ça peut bouger, mais vous reliez, vous reconnectez comme on est aujourd'hui, vous vous reliez à ce qui se passe là, profondément, pour vous, simplement, sans autre histoire, sans aucun commentaire, sans aucun jugement, encore et encore. Vous revenez à toucher cet espace. Ah, voilà, c'est ça qui se passe pour moi. Et au fond, si pour vous encourager, vous pouvez vous dire, ah oui, c'est ok. Ah oui, c'est ok, c'est ça que je sens. Donc, oui, la méditation, on n'essaye pas de vivre une expérience agréable, ou désagréable, ou spirituelle, ou quoi que ce soit. On essaye juste d'être sincère, d'être honnête avec ce qu'on vit. Et les méditants qui m'inspirent, ceux qui m'ont enseigné la méditation, c'est pas des gens qui vivaient sur une autre planète, c'était pas des gens qui étaient tout le temps calmes, c'est des gens qui étaient tellement humains que je trouvais ça extrêmement inspirant. Parce que la leçon que j'ai retenue, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut faire la paix avec notre humanité plutôt qu'entrer en guerre avec notre humanité. Et la méditation, trop souvent, c'est une guerre contre notre humanité, parce que comme si on avait le droit d'être qui nous sommes, seulement si nous étions calmes, apaisés, sans histoire, sans difficulté. Alors que la méditation, c'est « Ah oui, j'ai ces difficultés, et je peux avoir de la tendresse pour moi, malgré ces difficultés. » Et le fait de faire ce mouvement que je vous décris, d'être là, attentif, sentir ce qu'on sent, ah oui, là je sens, j'ai peur, oui, c'est ok, j'accepte que c'est ça que je sens, la peur. On pourrait même dire, vous avez une attitude de tendresse envers votre propre peur. Vous ne vous tapez pas sur les doigts parce que vous avez de la peur. Vous voyez, c'est ça l'attitude. Vous en voulez pas, au contraire, vous êtes engagé. Il y a un engagement de la pratique, il y a un engagement d'aller vers cette tendresse du cœur. Maintenant, si je réponds, à partir de là, ça va être plus simple de répondre aux questions. La question de Brigitte, comment faire avec ma peur? D'abord en reconnaissant qu'elle est là. Laissez tomber les idées que vous ne devriez pas avoir peur, que c'est une faute d'avoir peur. Parce que ça ne va pas marcher, ça ne va pas vous aider à avoir moins peur. Mais prendre quelques moments pour rencontrer votre peur, lui dire bonjour, bonjour ma peur, ah oui, comment je te sens là? Vous allez voir que ça va changer votre relation à la peur. Car par cette attitude, vous cessez de nourrir la lutte, la bataille contre la peur. Et la bataille contre la peur, elle ne peut pas réussir. Si vous avez peur, vous dites je ne dois pas avoir peur, il faut que je fasse quelque chose pour ne pas avoir peur. Ça va être superficiel
et vous n'allez pas toucher cette sincérité qui nous rend humains et qui ouvre notre cœur pour les autres et pour le monde. Tandis que si vous avez le courage de « Ah oui, j'ai peur ». Et oui, c'est pas du tout la même chose de dire « Ah oui, j'ai peur » dans la pratique que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dire « Ah oui, j'ai peur », ça va vous faire perdre vos moyens. Mais dans la pratique, ça va vous donner des nouvelles ressources. La pratique est un espace tout à fait singulier, presque un espace magique, où ce que l'on fait dans la pratique, à l'inverse, produit les fruits inverses de ce que l'on peut faire dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je dis « Ah là là, mon Dieu, j'ai peur ». C'est comme si votre peur commençait à vous inonder et vous avez besoin de vous en protéger. Mais dans la pratique, dire « Ah oui, j'ai peur », par l'espace que vous assumez dans la pratique, par la posture, par l'immobilité, par l'engagement que vous prenez, ça change tout. Ah oui, j'ai peur. Donc la deuxième question dont j'ai déjà parlé de Gertie, je n'arrive pas à me concentrer. Méditer, c'est pas chercher, c'est pas réussir à se concentrer. Méditer, c'est rencontrer ce qui vous arrive. Donc, si vous méditez et que vous êtes submergé de pensées, méditer, c'est rencontrer le fait que vous êtes submergé de pensées. Tant qu'on veut réussir quelque chose dans la pratique, en fait, on ne pratique pas et on se ferme à la possibilité de trouver ces ressources qui sont en nous. On se coupe. On reste dans un rapport tout à fait superficiel. Au fond, dans la méditation, pour dire, en faisant ce geste de reconnaître ce qui nous arrive, on entre dans une dimension plus profonde qui va nous aider à renouer avec des sources de vie qui existent en nous dont nous sommes coupés. Donc, si vous essayez de méditer et puis vous pensez à plein de choses, si vous vous en voulez de penser à plein de choses, vous restez dans cette attitude superficielle de jugement et de vouloir vous contrôler vous-même, qui n'est pas de la méditation, même si plein de gens croient que la méditation c'est ça. Ou alors vous entendez que méditer c'est se foutre la paix, autoriser à sentir ce que l'on sent. Ah oui, là j'ai plein de pensées. Ah oui, d'accord, c'est ça qui se passe. Ah, j'ai plein de pensées. Je suis complètement perdu. Et là, en faisant ça, en accueillant ce que vous sentez, vous touchez dans une plus grande profondeur, et là vous allez voir que quelque chose va se changer de cette expérience-là. Et c'est quelque chose qui va se changer, c'est pas vous qui allez contrôler, c'est cette dimension de présence et la pratique elle-même qui va vous donner quelque chose dont vous avez besoin. Catherine, sur mon canapé tout à coup je pense à des amis, je revois des moments super, un peu de nostalgie, on laisse faire cette double sensation. Oui, vous laissez faire, vous êtes là et d'un seul coup, contraints comme nous sommes dans cet isolement tellement non naturel, tellement forcé sous une dimension de... Bien sûr, il y a une dimension, on le veut, on le sent, on le sait, mais il y a aussi en nous quelque chose qui a un niveau plus émotionnel, on doit l'accepter par peur, par devoir, on a du mal avec tout ça. Donc c'est tout à fait... Méditer vous permet d'intégrer le sens du confinement et que ça cesse d'être juste une règle extérieure, abstraite et violente, pour que ça prenne sens pour vous, pour qu'elle soit nourrie de quelque chose qui soit plus profond. Et ça va être différent pour chacun d'entre vous. Et bien sûr, il y a des moments où on sent la présence d'amis, la présence de la vie d'avant, le confinement, et ça nous touche. Et c'est très bien dit, il y a une sorte de nostalgie pour cette manière plus spontanée d'être vivant. Et vous pouvez accueillir ça. Vous pouvez juste accueillir. Peut-être vous laisser le souvenir en tant que tel, il est venu pour revenir à ce qu'il y a derrière le souvenir. Ce qui vous touche là. C'est précieux ce qui vous touche là. C'est Catherine. Ce qui touche là, c'est un lien profond avec la vie. Vous savez, c'est ça que la pratique de la méditation, comme elle est, que je
comme elle est souvent comprise, à nous égarer, on dirait non, il ne faut pas avoir de pensée, il faut être juste dans le moment présent. C'est pas vrai, là il y a quelque chose, c'est ça ton moment présent. Tu sens ce lien, tu as cette nostalgie. Ah oui, d'accord. Et là, en faisant cet effort, tu touches quelque chose de plus profond et de plus vrai. Donc la question de Souméa, comment peut-on faire pour transformer la colère antérieure en paix intérieure, en acceptant pleinement et simplement de se relier à la colère, de la laisser œuvrer en nous, de ne pas la rejeter, de l'entendre. Ça, c'est un élément profond dans la pratique. Après, il y a d'autres choses qui peuvent aider hors de la pratique, comme le fait, par exemple, d'avoir une compréhension plus claire de ce qui se passe. C'est important de comprendre ce qui se passe. C'est important de comprendre la situation dans le monde, et il y aurait beaucoup de questions qu'il faudrait ici interroger. Et il y a des colères qui sont saines. Comment c'est possible que nous nous retrouvions dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons en France, avec un hôpital en aussi mauvais état, avec, si j'ai bien compris, 5 fois moins de lits disponibles qu'en Allemagne, sans masque, dans un état de pénurie complet. Il y a plein de choses qui sont tout à fait, qu'il est important de questionner. Et il y a plein de choses qui peuvent nous faire sentir en très profonde colère dont la situation existe. Et je n'aurais pas envie que cette colère se transforme forcément en calme intérieur. Il y a des colères qui sont saines. Mais il y a une manière de les intégrer de manière juste à soi que permet la méditation, mais qui a aussi besoin d'être accompagnée d'une réflexion intelligente et fine de la situation. Audrey, que faire avec le ressenti émotionnel et physique que cette privation soudaine de liberté interrompt la vie, s'apparente à la mort? Plus de mouvement de la des murs, plus d'extérieur, plus de liberté de se déplacer, de se rencontrer, de se toucher, de se divertir, ni d'entreprendre dans la matière au-delà de nos cloisons. Et je pense que cette description d'Audrey est très belle, et qu'il faut ici aussi, si c'est ça que vous éprouvez, en faire dans la pratique de la méditation, prendre le temps, oui, de sentir ça, de sentir cette privation de liberté. Et si vous revenez à l'expérience et que vous l'interrogez, mais au fond, quelle expérience je fais de ça? Vous allez voir que ça va être beaucoup plus subtil que ce que vous croyez. Au début, ça peut sembler être confiné comme une mort. Après, vous allez voir qu'il y a plein de choses, que ça bouge tout le temps. On découvre aussi peut-être une possibilité d'entrer en rapport à soi, à ce qui nous importe, à ce qui est vraiment essentiel pour soi. Donc il y a plein de choses qui vont pouvoir se transformer, mais seulement si on est prêt à rentrer dans la pratique, le faire régulièrement et voir qu'est-ce qui se passe de la pratique. Et c'est pas gagné une fois pour toutes, moi. Il y a des moments où je pratique et ce qui m'inquiétait, ce qui m'angoissait, ça pèse profondément. Je touche quelque chose comme une sorte de sincérité, de profondeur d'être. Et puis une heure après, de la panique arrive. Et quand j'apprends, par exemple, que telle personne est contaminée, que je connais. Et donc là, ici à nouveau, la méditation, c'est pas un remède une fois pour toutes miracle qui nous ferait sortir de l'humanité. C'est un rendez-vous avec notre propre humanité. Et c'est ce rendez-vous qui transforme en profondeur notre rapport à nous-mêmes et à la situation. Amandine, pensez-vous qu'il est possible d'évacuer des traumatismes grâce à la méditation? Et si oui, y a-t-il une technique particulière pour cela? Alors là, ça dépend quel type de traumatisme. La méditation aide à entrer en rapport au traumatisme et à les guérir parce qu'elle nous apprend à ne pas refouler ce qui est et à l'intégrer à sa vie. Et tous les spécialistes, tous les amis psychiatres
avec qui j'ai pu travailler sur le traumatisme témoignent tous que la tendance devant un traumatisme, c'est de le fuir, parce que c'est insupportable. Alors il revient de manière encore plus... il revient sous forme de cauchemar, sous forme en nous hantant, et que tout le travail, c'est de réussir à intégrer le traumatisme à sa vie, à le faire qu'il devienne nôtre, de telle manière qu'on a vécu le traumatisme sans qu'il nous atteigne de la même manière. Et donc la méditation participe de ce qui peut aider. Maintenant, dans certains cas de traumatisme important, on va avoir besoin de l'aide d'un professionnel. Et donc ça va, bien sûr. Et donc la méditation ne peut pas tout faire. Mais en tout cas, elle peut aider dans certains types de traumatismes qu'on peut assumer. Et ce qui est encore peut-être le plus intéressant que je vous dis, c'est le mécanisme inhérent à la pratique est le même que les thérapies les plus pertinentes pour les formes de traumatisme, qui est toujours aller à l'encontre de l'idée reçue, en fuyant ce qui est inconfortable et douloureux, je vais aller mieux, alors que c'est en l'approchant, en l'intégrant, en développant un autre rapport à lui, que je vais pouvoir le surmonter. Comment aider ma troupe, sachant qu'on essaie de passer des moments à parler de nos ressentis, mais qu'une personne extérieure sent cela comme une agression et pique des crises. Vivre à plusieurs adultes, quelle difficulté. Ben ça c'est sûr. Ça sort un peu du cadre où je peux dire quelque chose de vraiment légitime. Donc juste dans le cadre qui est le mien, je crois que c'est montrer que prendre un temps précis de méditation et un temps précis pour explorer ce qu'on ressent et le partager et rétablir ainsi une relation d'intimité avec nos proches et ne pas en rester juste à un rapport superficiel, toutes les études, tout ce qu'on sait aujourd'hui confirme que c'est absolument nécessaire. Donc peut-être il faut juste faire qu'il y a un moment dans la journée, de telle heure à telle heure, on fait cet exercice. Si quelqu'un ne veut pas le faire, il n'est pas du tout obligé de venir, mais vous pouvez proposer dans la famille de prendre le temps de cette rencontre avec soi et de ce partage avec les autres. Mais c'est juste absolument central. Je vous encourage tous à faire ça. Chacun d'entre vous, prenez le temps de faire ces quelques minutes de méditation et d'après le partager avec les gens autour de vous sans aucun jugement. La clé, c'est qu'il n'y ait aucun jugement et qu'il n'y a rien à réussir. Il n'y a pas, on ne va pas mettre des bons points de celui qui a le mieux réussi à pratiquer, mais on va juste être touché par les difficultés que chacun rencontre. Et chacun rencontre des difficultés. Parce que c'est ça, la vie humaine. J'ai une question de Sandrine. Je n'arrive pas à méditer quand je suis en situation d'angoisse. Est-ce que le fait de rencontrer mon émotion, en l'occurrence l'angoisse, ne la fait pas augmenter et jusqu'où? De même, méditer ne risque-t-il pas de faire remonter des angoisses enfouies depuis longtemps? Il m'a semblé parfois que oui, et ça m'a fait peur. Méditer, c'est pas pour tout le monde et à n'importe quel moment de notre vie. Il y a des moments où on ne se sent pas prêt et il n'y a aucun problème pour ça. Et donc il y a des moments où on n'est pas prêt à pouvoir juste approcher avec cette attention ce que l'on sent. Et c'est ok. Mais la méditation, c'est ça. C'est, ah oui, là je suis angoissé. Et au début, le fait de ne pas fuir l'angoisse, mais de se relier à elle, fait donner le sentiment qu'on l'intensifie. En fait, c'est pas du tout vrai. On n'est pas du tout en train de l'intensifier. C'est juste que le fait qu'on est présent à elle, nous la fait ressentir de manière plus vive. En fait, c'est juste qu'on a un rapport plus direct avec elle. Elle n'est pas plus intense. Ça, c'est ça, c'est assez rassurant. Elle nous apparaît telle, mais elle n'est pas plus intense. Et donc, on est là avec elle, et on est étonné. Souvent, quand les gens méditent, ils découvrent même, par exemple, des fois qu'ils sont angoissés alors qu'ils ne le savent pas du tout.
combien de gens fonctionnent dans le monde sans savoir qu'ils sont angoissés. Mais du coup, ils sont très peu sincères avec eux-mêmes. Et du coup, souvent, ils sont assez maladroits avec les autres. Ils peuvent être blessants, ils peuvent être dans une absence d'écoute, parce qu'ils sont coupés profondément de ce qu'ils sentent. Donc le fait d'entrer en rapport à votre propre angoisse vous donne le sentiment qu'elle est plus forte, mais ça n'est pas le cas. Et en entrant en rapport à ça, vous allez vous reconnecter à une dimension d'humanité en vous qui a plus de force aussi. Et donc en faisant ça, non seulement la colère va être, l'angoisse va être plus intense, mais la présence, la capacité de faire face va s'intensifier aussi. Et vous allez gagner en force, vous allez gagner en solidité. Et parfois dans la méditation, il y a des colères qui remontent. Ça, c'est encore en pratique plus longuement. Alors vous pouvez juste le sentir. Et vous ne vous laissez pas submerger par la colère, parce que vous êtes présent à elle. Vous l'écoutez, vous la rencontrez. Ah oui, là je suis en colère. Ah oui, là je suis angoissé. Ah là je suis triste. Ah d'accord. Ah ok, c'est ça qui se passe. Comment je le sens? Ah oui, là je le sens là. Ça m'étouffe là. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux juste me relier à ça? Ah, est-ce que je peux accepter la sincérité de reconnaître ça? Ah, ouais. Normalement, déjà là, ça commence à changer, de pouvoir être avec. Ah, vous allez dire, non, mais je suis trop nul d'être aussi angoissé. Non, ça, il faut laisser tomber. Non, vous n'êtes pas trop nul, vous êtes juste complètement humain. Et donc, vous passez par toutes les colorations de toutes les émotions. Et c'est ok. Ah, d'accord. Et doucement, ce mouvement, et c'est pas juste de rester là, mais c'est d'accueillir, d'acceptation, de prendre soin de ce qu'on sent, va transformer en profondeur notre expérience. J'ai une question de Candice. J'ai du mal à cerner la différence entre accepter une pensée ou une émotion, la peur, la colère, et se concentrer sur son souffle plutôt que sur celle-ci. Ce qui correspond en sorte à les rejeter du coup. Ce n'est peut-être pas très clair, mais je suis sûr que vous comprendrez. Ah, si c'est très clair, je comprends très bien en fait. On a beaucoup présenté la méditation comme une technique de gestion du stress pour être plus performant, et pour ce faire, quand on a une pensée, on la regarde passer comme un nuage dans le ciel, et on revient à son souffle. Ma conviction, c'est que cette approche de la méditation est profondément erronée et ne nous aide pas. Et donc, ta question en témoigne. On a des émotions. Il s'agit d'abord de ne pas les rejeter et de rentrer en rapport avec elles. Voilà, là c'est là que je sens. Ah oui, d'accord. Ça peut être très léger. Là je donne des exemples très forts, mais ça peut être très léger. Vous pouvez aussi sentir juste que vous n'avez pas envie d'être assis sur votre chaise, que c'est poignant ou pénible ou irritant ou je ne sais quoi. Vous sentez ça. Et après, vous pouvez porter attention à votre respiration, mais plutôt comme pour aérer ce que une fois que vous avez accepté votre émotion, pas pour la rejeter. S'il y a une manière de dire « ah oui, là, je la rejette », pour revenir dans l'instant présent, votre attitude n'ira pas très loin. Vous vous privez vraiment de la profondeur de guérison de la pratique de la méditation. Et c'est pour ça que j'entends tant de gens me dire « je médite mais ça m'aide pas », je médite mais je vois pas de changement profond dans ma vie, mais ça m'ennuie. Je comprends tout à fait, c'est sans doute que l'approche de la pratique n'est pas juste. Parce que il me semble que ce qui est important pour que la pratique gagne en profondeur, c'est qu'on accepte dans la pratique de rencontrer la profondeur de ce qu'on vit et la profondeur de nos propres ressources. Donc, vous sentez la peur. Ah oui, je la sens là, d'accord. Est-ce que je peux juste
l'accepter. Ah oui, c'est ok, là, je sens de la peur. Allez, je reste là simplement. Allez, tout simplement. Je reste là, simplement. Et là, à un moment, vous pouvez respirer dans l'expérience. Pas contre l'expérience, mais dans l'expérience. Donc je suis là, et en même temps, je respire. Je rentre, et j'expire. Pas comme une technique, mais juste parce que naturellement, on respire. C'est comme une manière d'aérer ce qu'on est en train de sentir. Et bien sûr, ça donne de la paix. Et on se relie au souffle et on fait confiance dans le souffle. Le souffle devient comme porteur d'une vie propre, d'une intelligence propre. Et on s'y relie, on se confie à lui. Vous voyez, mais on se confie à lui en tant qu'il est la vie même. Pas pour se protéger contre ce qu'on ressent, mais pour nous aider à l'intégrer, à lui donner de l'espace. Comment, Chloé me demande, arriver à méditer quand on est seul 24 heures sur 24 avec 3 enfants? Essayez de trouver un moment, même 5 minutes dans la journée, vous pouvez juste sentir ce que vous êtes en train de sentir, de revenir. Ce n'est pas une question de temps. Bien sûr, si vous êtes maman de 3 enfants, vous n'allez pas avoir une après-midi entière pour pratiquer la méditation. Mais vous pouvez prendre un moment, peut-être quand les 3 enfants sont couchés, peut-être que vous avez encore quelques minutes, et simplement prendre 5 minutes pour dire, ah oui, où j'en suis. Et en faisant ça, alors ça va s'intégrer dans votre vie. Et même à un moment, quand vous êtes avec vos enfants, peut-être un moment, c'est trop. Alors là, juste vous sentez, c'est trop. Ah oui, là, je sens que c'est trop. Et d'un seul coup, vous n'êtes plus prisonnier, vous n'êtes plus manipulé par ce que vous ressentez. Vous reprenez vous réouvrez un rapport sain à vous-même. Olivier me demande, en cette période de confinement où la méditation est censée nous libérer, j'éprouve un risque, une peur de m'enfermer ou de m'enfouir dans la méditation. Alors là, je peux te rassurer, Olivier, la méditation n'est pas une fuite, elle est une manière d'entrer en rapport à ce qui se passe, à ce qui est. En tout cas, la méditation, comme moi, je peux l'éprouver. Vraiment, je ne médite pas en essayant d'entrer dans ma bulle pour me couper de ce qui se passe. J'essaye de méditer pour être simplement là et sentir ce qui se passe. Et en sentant ce qui se passe, mon empathie pour le monde est plus grande. Donc chaque fois que je pratique, j'ai l'impression d'être plus en rapport avec ce qui se passe. Pouvoir accueillir ce qui se passe sans être trop submergé par ce qui se passe, mais en réussissant à ne pas me fermer non plus à ce qui se passe. Donc je dirais, tu peux rentrer dans la pratique et tu verras que cette peur, elle n'est pas fondée dans l'expérience que tu peux faire de la pratique de la méditation. En fait, comme la méditation, sur la méditation repose beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de peurs qui existent par rapport à la méditation qui ne sont pas tout à fait légitimes. Je cherche une méditation pour les jeunes enfants, tout ce que je trouve c'est pour les endormir ou pour les calmer. Avez-vous quelque chose de plus humain pour eux? Ah ben oui, vous mettez le doigt sur quelque chose qui me chagrine beaucoup. Méditer juste pour calmer les enfants, non. Méditer pour les autoriser à rentrer à la maison. Pratiquer quelques minutes, trouver une forme de jeu. Les enfants aiment bien que la méditation soit proposée comme une forme de jeu. On les aide à s'asseoir et on les aide à rentrer en rapport à le sens de la posture. Par exemple, vous êtes assis, on rentre à la maison et vous êtes assis comme un guerrier ou une guerrière qui fait face. Ouais, vous trouvez des images qui
à partir de leur imaginaire, s'ils aiment jouer avec des Playmobil, alors vous êtes comme un Playmobil qui est là, présent, qui sent la terre, qui sent son papa assis à côté de lui, qui peut rester là. Et juste pendant quelques minutes, simplement là, avec moi, avec ce qui se passe, avec ce que tu sens. Et est-ce que tu peux maintenant essayer, en restant là, comme ça, sur ta chaise, comme un Playmobil, respirer, en faisant juste attention à ton inspire et à ton expire. On va faire ça 5 fois. Première fois, on inspire, on expire. Tu sens ton inspire et ton expire, mais tu sens aussi tes pieds qui touchent le sol. Voilà, 2 fois. 3. Tu sens le soleil qui est là, par la fenêtre. 4 fois. Voilà, maintenant on fait une dernière fois. On inspire et on expire. Et je vais juste improviser, mais vous pouvez improviser comme ça. Et vous voyez là, le message qu'on donne à l'enfant, c'est qu'il, déjà, il fait quelque chose que vous faites vous-même comme adulte. C'est pas un truc pour l'enfant. On ne fait pas méditer l'enfant parce qu'on veut l'instrumentaliser pour obtenir quelque chose de lui. On partage avec lui quelque chose de notre commune humanité. Vous me direz si ça marche. Question suivante. Pour méditer, comment doit-on faire et quel est le ressenti qu'on a après qu'on a médité? C'est quelqu'un qui est intéressé par ce que j'ai écrit, mais qui pour l'instant n'est pas une fan de la méditation, qui sent que d'autres choses lui sont plus parlantes. Et donc, quel ressenti? Il n'y a pas de ressenti qu'on doit avoir dans la méditation. Dans la méditation, l'expérience qu'on fait, c'est juste une expérience de sincérité avec ce qui est vivant en nous, avec ce qu'on est. Et par là, on fait la paix avec ce qu'on est. Et en cessant d'être dans une tension avec ce qu'on est, on se reconnecte avec ce qui est le plus profond, le plus beau qui nous habite. J'ai une dernière question. Alors j'ai 2 autres questions. Alors, une autre question, c'est entrer en méditation, prendre la posture, me place dans une forme de tension sourde, même si elle n'est pas physique, une forme d'exercice commandé, ce qui fait que je ne me sens justement pas totalement là, déployé, présente à moi-même. Même s'il ne faut rien attendre, j'ai l'impression que ce n'est pas juste et fécond comme pratique, qu'il y a là quelque chose de bridé, voire crispé et faux. Ça, c'est une très belle question de Véronique, et je pense que il faut réussir à entendre qu'il y a une crispation, une tension, il y a quelque chose de fabriqué, d'artificiel dans la pratique, qui est juste. C'est juste. Je m'assois et j'ai pas envie de le faire. En plus, moi, j'adore, je lis, oui, il y a plein de livres derrière moi, j'ai envie de lire ce livre-là, j'ai pas envie de méditer. Méditer, c'est forcé, ça me déplace. C'est forcé. Pourquoi je ferais un truc d'aussi forcé? Et je le fais. Et au début, il y a comme une sorte de résistance. Et je le fais. Et à un moment, je me dis, waouh, mais là, je touche
Il y a une sorte de vérité qui me nourrit en profondeur. Et moi, la pratique, ça me nourrit en profondeur. Et je me rends compte que sans ça, il y a quelque chose qui est justement pas nourri, qui est appauvri, qui est affamé, qui est desséché. Que la pratique, ça fait le contraire. Et donc, je continue à pratiquer pour cette raison-là. C'est comme, j'ai l'impression, c'est comme arroser une plante. Et donc la question que je dirais à Véronique, c'est que c'est pas du tout embêtant qu'elle se sente contrainte. Et que peut-être il faudrait questionner pourquoi l'idée de la moindre contrainte nous semble non naturelle, nous empêchant de nous déployer. Moi, j'écris, chaque fois que j'écris un texte, je suis contraint. Ça n'est jamais, en tout cas moi j'ai jamais écrit un texte comme ça spontané, ça demande beaucoup de travail, je relis, je lis, je suis à côté, il y a une contrainte. Et après, à un moment donné, la contrainte me donne le sentiment de toucher quelque chose de réel, de toucher quelque chose de vrai. Donc la question c'est, la contrainte est juste si elle me fait toucher quelque chose de vrai, et elle est fausse si elle me déplace de ce qui est vrai. Et donc là, c'est à Véronique de voir laquelle des deux approches est la plus juste. Vous parlez parfois d'être présent à nos émotions, voire de se demander comment on se sent en méditation. Cela me perturbe, car cela voudrait dire entrer dans un processus volontaire d'investigation pendant la pratique qui tend à me sortir du simple accueil dans la présence. Et là, c'est aussi une très fine question. Et ce qu'il importe de réussir à comprendre, c'est que être accueil de ce qui se passe, on pourrait dire que ça, c'est le Graal de la pratique. Réussir juste à être pur accueil, ouverture, tendresse envers ce qui est, le laisser être, et même cesser d'être une conscience qui observe, mais juste le déploiement de tout ce qui se manifeste. Et ça, c'est, disons, la vision de la pratique. Mais souvent, on a besoin de passer par un moment d'investigation pour vraiment nous autoriser à sentir ce que l'on est en train d'éprouver. Parce que souvent, par exemple, on accueille, mais c'est un peu pauvre. Donc savoir, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là, je sens de la colère. Le fait de pouvoir se dire, ah oui, là, je sens de la colère. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas en train de fabriquer, de rendre les choses plus confuses, mais de vous aider à pouvoir accueillir les choses. Et donc là, si vous voulez, la règle, c'est est-ce que l'effort que je fais dans la pratique m'aide à être dans une dimension de présence non fabriquée, d'accueil, d'écoute, d'ouverture, ou est-ce qu'au contraire, l'effort que je fais est dans une volonté de contrôle, me coupe du présent. Et donc là, vous avez et parfois, l'effort amène à une dimension d'ouverture, parfois l'effort enlève, recouvre, oblitère la dimension d'ouverture. Voilà, c'est tout simple. Et c'est la même chose, vos deux questions sont du même ordre que si quelqu'un qui veut apprendre à peindre, on lui dit, ben voilà, si tu veux apprendre à peindre, avec l'aquarelle, ce qui compte, c'est le rapport entre la peinture et l'eau. Ah oui, mais vous contraignez ce que je voudrais faire. Non. Le fait de pouvoir comprendre un peu plus précisément le sens de la technique, la particularité propre de l'aquarelle, du rapport à l'eau, du rapport à la transparence, va vous aider à être plus libre dans votre créativité. Et bien c'est du même ordre, c'est la même chose. Donc voilà les questions que vous m'avez posées. On est aujourd'hui le mardi 24 mars 2020, deuxième semaine du confinement. J'espère que la réponse à vos questions
va vous aider à vivre ce confinement d'une manière plus sincère et vous aider ainsi à être au contact de vos ressources, de toutes ces ressources qui en nous sont là même si nous ne les connaissons pas et qui peuvent nous aider dans ces moments difficiles. Et que peut-être vous allez même prendre appui de ces moments de confinement pour découvrir la méditation ou en découvrir une dimension de plus grande profondeur qui pourra vous accompagner dans votre vie. Et je crois que c'est ça que donne la méditation, c'est une vie dans laquelle on a moins peur d'être, on ose davantage assumer la singularité de notre existence, de notre vie. C'est une manière d'être plus vivant, une manière, comme je le dis dans mon dernier livre, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain, de redevenir humain. Et je crois que c'est ça que nous avons tous à faire aujourd'hui. C'est comment, au lieu de nous en vouloir, de redevenir humain, au lieu de nous en vouloir ou de nous instrumentaliser, de redevenir humain. En redevenant humain, on n'est pas moins présent, moins courageux, moins actif, moins créatif, moins dynamique, mais on l'est à partir d'un lieu plus juste et plus sûr, et plus profond, et plus vrai. Voilà ce que je vous souhaite à tous, que tout se passe au mieux pour chacun d'entre vous. À très bientôt, et n'hésitez pas à continuer à me poser des questions.